Madame, Messieurs, peuple congolais civilisé, bonjour. Je ne suis pas un corrompu. Je ne suis pas un mafieux. Je ne suis pas un malhonnête. Je ne suis pas un complexé. Je ne serai jamais un flatteur de la République. Je suis un indigné. Oui, je suis un indigné civilisé. Aujourd'hui, nous allons parler d'un homme. Nous allons plutôt vous présenter les travers qui caractérisent le sieur Sassou Denis qui, lentement mais sûrement, a fini par glisser dans la tyrannie à cause de sa boulimie du pouvoir. En fait, depuis le 5 février 1979 à aujourd'hui, Sassou est passé maître dans le mensonge, les inepties, la manipulation des masses, la malice, la démagogie, la gabegie, la fumisterie, l'arrogance, la mauvaise foi, le cynisme. Le tout couronné par un ton méprisant chaque fois qu'il s'exprime devant la presse et ou la nation congolaise. C'est à se demander quel genre d'humain est finalement le dictateur de l'Alima. Cela dit, nous allons ensemble découvrir le vrai visage de Sassou à partir des images tournées récemment par l'équipe de propagande Baptou du président par effraction du Congo-Brazzaville et quelques-unes autres exhumées sur le net. Quoi qu'il en soit, j'assume. Première question que j'ai envie de vous poser, elle est toute simple. Quel est votre premier souvenir? Le tout premier souvenir, c'est celui de mon initiation. Parce que là, j'étais même pas encore à l'école et mon père était venu me chercher pour aller à l'initiation sur essai de longues heures. Pourquoi vous? Ah, ça, je ne sais pas. Et c'est arrivé comme ça. L'explication ne m'a pas été donnée non plus. Vous n'étiez pas l'aîné de la famille? Ah non, le dernier même, de tous. Et vous avez des souvenirs de cette cérémonie? Ah oui, heureusement, mais je ne suis pas autorisé d'en parler. Ça ne se raconte pas? Ça ne se raconte pas. Mais, bien sûr, de mon initiation, heureusement, oui. C'est comme ça que l'on devient moiné? Ah oui, il faut d'abord aller à l'initiation. Comme les moinés, c'est de père en fils, votre tour finit par arriver. Azali lokuta la kati ya film wana zo kosa que bazo tuna ye que souvenir na yo makase ezali nini ya lobi ezali initiation. Nana sala ki initiation ngo alobi que Julien Ngeso mutasa ki initiation ngo lokuta ezali Emilien Mwebara mutasala ye initiation wana abimala mama na ye alala na mama na ye pana do ali kundu wana akuma okosa na bato que non tata na ye Julien Ngeso azali chasseur moto apesa ili kundunde Emilien Mwebara angwana ya asalaka opération Mwebara asalaka na esprit wana ya mama na ye apesa ye likundu mama na ye likundu ye moko likundu a initia ye na likundu a Dracula komela makila bandeko. Maintenant Julien Ngeso wana alaksa ye la chasse angwana ye ndenge ya azali wana ya kanisaka que biso ba congolais tozali ba nyama na ye o ye esengeli ya bomaka. Donc na kati ya mutu na ye azo fonctionner que biso tozaba ba nyama biso tozaba batote biso tozaba ba nyama. Maintenant ye azali un grand chasseur angwana ye ayebi ba stratégie ndenge nini ya kokangaka ba nyamango. Décidément, avec Sassou Denis, on aura tout vu et tout entendu. Il est plus qu'un génie. Contrairement au commun des mortels, il aurait réussi à avoir pratiquement tous ses sacrements la même année, en 1958. 10 avril, baptême et première communion. 1er novembre, confirmation. Le jour de la fête des morts, s'il vous plaît. Le colonisateur n'a rien construit dans la partie nord du Congo. Alors, en route pour le sud. En route pour Dolisie, l'actuel Bunda,
et le collège Raymond Paillet. Denis est reçu au concours d'entrée en 6e. Il se fait baptiser dans l'église de la ville, où son nom, copié à l'encre de Chine, figure toujours sur les registres. C'est avec plaisir que je vous montre ces archives qui sont très très précieuses, où nous voyons le nom ici de Sassou Denis. Je sous-signé et baptisé à Dolisie, et l'on peut lire l'an 1958, le 10 du mois d'avril. Trop de zones sombres planent finalement au sujet du personnage. Même l'orthographe de ce qui est censé être son nom pose problème. Sassou Denis ou Sassou Nguesso Denis? Passons. On aura beau dire, avec Sassou Denis, mieux. Avec son entourage, il y a une constance. La brosse à reluire fonctionne à merveille et elle a particulièrement des effets surprenants, pour ne pas dire dégradants, voire néfastes, auprès d'une ribambelle de concitoyens fanatiques considérés comme des cadres congolais. À telle enseigne que dire que cela est triste n'est point une prouesse. L'indépendance approche et la fièvre nationaliste ne laisse pas indifférent Denis ainsi que certains de ses camarades. Nous avions connu une période révolutionnaire, en fait très précoce, parce que nous avions un professeur, Maurice Spindler, qui était notre professeur de français, mais qui faisait plus de philosophie avec les élèves de 4e et de 3e que le français. Et c'est lui qui nous a inculqué l'esprit nationaliste, en fait. Pour vous donner une idée, bon, bien que nous soyons les plus jeunes de la promotion, mais nous étions un peu comme les meneurs de la promotion. Et lui, Denis, dès le départ, il avait ces qualités de meneur. Attachez vos ceintures. Je vous disais tantôt qu'avec Denis, on aura tout vu et tout entendu. Qu'est-ce que Prince, un des nombreux sobriquets de Sassou, ne nous inventera pas pour être considéré comme le plus fort, le plus beau, le plus sexy, le plus je ne sais quoi? Écoutez ça. Interne au collège et syndicaliste actif au sein de l'association scolaire du Congo, Denis est surtout un élève doué. Maurice Spindler, qui le suit depuis le premier jour, le pousse à s'inscrire au lycée de Brazzaville. À ce moment-là se pose pour vous un choix. Il y a le lycée à Brazzaville, mais les places sont limitées. Et apparemment, toutes les places sont prises. Ah non, elles sont pas limitées, on prenait les meilleurs. Oui. Et on prenait les meilleurs, elles n'étaient pas limitées. On prenait les meilleurs, mais c'était déjà en 60, oui. On vivait déjà les premiers moments de choix basés sur des critères qui n'étaient pas objectifs. Quiconque pouvait avoir un soutien dans les milieux politiques pouvait avancer. Donc, commençait déjà les choses clairement au président, il y avait du favoritisme. Favoritisme. Voilà. Parce que les meilleurs, oui, on prenait les meilleurs qui continueraient. À ce titre, vous pouviez postuler. Non seulement j'ai postulé, mais je pensais que je méritais puisque, oui, en toute humilité, j'étais major. Major de promo. Oui, oui. Donc, je méritais. C'est quand même l'un des souvenirs douloureux. Sassou, pour moi, bon, c'est quelqu'un que les frères, ses propres frères l'ont aidé à arriver là où il est arrivé. Hein? Propres frères lesquels Maurice Nguesso? Non, c'est un Ngwabi. Lui-même, il se disait porteur de valise de Ngwabi, non? Ah, c'est ce qu'il disait, lui. Ben oui, donc c'est Ngwabi, c'est Yombi. Qui l'ont fait. Qui l'ont fait tolérer. Qui l'ont toléré. Qui l'ont toléré. Parce qu'ils n'étaient pas nombreux aussi qui le toléraient. Hein? Il était un peu vache. Bon, c'est sa vie. Moi, chacun a sa vie telle qu'elle... Mystère. Même lorsque Sassou parle du commandant Marien Ngouabi,
on relèvera sans hésitation une pointe de dédain, une once d'ironie de sa part. S'en rend-il compte? Le fait-il exprès? Personnellement, j'ai du mal à comprendre cette attitude désobligeante du prétendu fidèle continuateur de l'œuvre de l'immortel camarade Marien Gouabi. Quel genre d'homme était Marien Gouabi? Quel genre de... Un homme de conviction aussi. De grande conviction, de grande intégrité. Et il croyait toujours à ce qu'il faisait et quand il décidait de le faire, il allait jusqu'au bout, oui. Et c'est un homme très droit. C'était votre ami? C'est mon aîné. C'est mon frère, mon ami, mon compagnon. Je lui suis resté fidèle jusqu'au dernier moment où je l'ai accompagné à sa dernière demeure. Oui. C'est un moment de fierté pour moi. Un moment de fierté pour moi. Pardon? Peut-être un moment douloureux, un moment triste, non? Un moment de fierté? Ah ça? C'est pas possible. C'est à peine croyable. À la place de Sassou, je ne me serais jamais permis de dire une chose pareille. C'est à se demander pourquoi ce mépris à l'encontre d'un compagnon d'armes, de celui qui vous a fait, de celui que vous appeliez autrefois le baron. Monsieur le Président, je voudrais que vous me racontiez le 18 mars 1977. Comment vous avez vécu ça? Comment vous avez appris ce qui s'est passé? Racontez-moi un peu. Ce fameux jour où Marien Gouabi a été assassiné. C'est même très simple à raconter parce que j'étais ministre de la Défense. Et puis, je crois qu'à cause de quelques problèmes au Cabinda, etc., et des appréhensions qu'on avait au sujet des situations dans l'enclave du Cabinda, le quartier était consigné. Et je suis resté au bureau jusqu'à 13h, 13h30. 14h, peut-être, oui. Quartier consigné. Puis je suis allé me rafraîchir un peu en Pila chez moi. Puis dès que je suis arrivé, les Kunzo me téléphonent pour me dire que il entend des tirs nourris en direction de l'état-major général. Des tirs nourris en direction de l'état-major général. Il me téléphone. Donc, j'ai juste remis mon ceinturon. Je n'ai même pas dit au revoir à mon épouse et à mes enfants. Et je suis revenu. J'ai foncé naturellement vers mes bureaux au ministère de la Défense. Quand je suis arrivé devant la mairie, l'actuelle mairie, c'est là où on m'a dit, le président Gouabi est grièvement blessé et on l'a amené à l'hôpital militaire. À en croire Sassou Denis, c'est un gros civil, le nommé Justin Lekunzu, qui aurait informé le super ministre de la Défense et de la Sécurité, donc lui, qu'il y avait des tirs nourris qui crépitaient en direction de l'état-major. Étonnant! Lekunzu était en train de faire le guet par là-bas ou quoi? Tambola na mokili, omona makambo. Qui a tué Marien Gouabi? Il y a eu un procès dessus. On ne peut pas continuer de faire la confusion. Il y a eu un procès et des éléments qui avaient participé au forfait. Ceux qui étaient abattus sur place sont connus.
Ceux qui ont pu s'enfuir sont connus. Certains d'entre eux ont été recherchés, dont Kikadidi, qui avait été tué dans les opérations de recherche. Kikadidi. Je dois vous dire que ce n'est pas nos services de sécurité qui ont découvert là où se trouvait Kikadidi. Vous m'excuserez aujourd'hui de rentrer dans certains secrets d'État, mais il y a des moments de la vie, pour que le peuple sache la vérité, on ne peut pas taire certaines choses. Ce n'est pas nos services de sécurité qui ont découvert là où se trouvait Kikadidi. Or, Kikadidi a été reçu par le camarade Sassou avant, tout juste avant d'aller monter l'opération de conduire le commando qui a conduit à l'assassinat du président Marien Ngouabi. Lorsque nous avons su là où se trouvait Kikadidi, la mission était de faire en sorte que l'on trouve Kikadidi vivant, pour qu'il nous rende compte de son entretien avec le camarade Sassou. Voilà que dans la nuit, en sa qualité de ministre de la Défense, le président Sassou forme un groupe pour qu'au lieu de prendre le Kikadidi vivant, on l'exécute. D'autres ont été arrêtés et ont été jugés. Le procès s'est déroulé dans le pays, en direct à la radio et à la télévision pendant plusieurs semaines, je crois. En direct, le procès, en direct à la radio et à la télévision pendant plusieurs semaines. Monsieur le Président de la République, c'est vous. Vous voyez que je vous regarde, je crois que vous êtes devant votre télévision. C'est vous, Monsieur le Président, qui, dès le 17 mars, vous étiez le patron de ce Congo. Et que entre le 17 mars, le 18 mars, pardon, jusqu'au 5 septembre 1977, c'est vous tout seul, avec votre sécurité d'État, avec les services de la défense, la défense nationale, avez dirigé, coordonné, contrôlé l'enquête qui a permis par la suite de faire le procès Marien Ngouabi. Alors je dis ceci, que vous êtes seul responsable du dossier de Marien Ngouabi. Et si j'avais été à votre place, Monsieur le Président de la République, en tant que ministre de la Défense, et lorsque le Président de la République meurt assassiné pendant que les troupes sont consignées, moi, si j'étais à votre place, j'allais me tirer la balle dans la tête. La deuxième chose que je vous dis, Monsieur le Président, vous deviez vous constituer prisonnier le 18 mars 1977. Vous ne l'avez pas fait. La moindre des choses que vous pouvez faire, Monsieur le Président, c'était de démissionner et non pas de se maintenir. Car votre maintien a gêné le procès. Les objets, par exemple, le véhicule du commando, le commando qui est entré au quartier général, la 404, qui a transporté le commando jusqu'à la résidence du président Ngouabi, est encore là, au mausolée. On ne peut pas créer de la confusion autour de cet événement indéfiniment. Je m'élève contre cela. Non, je m'élève contre cela. Mais le 18 mars 1977. 1977. Moi, j'accompagne une cousine, je ne sais pas si vous le connaissez, le docteur Hassan Bouclair, qui venait de perdre sa fille à Lyon. Oui. Non, je dis à Lyon, à Lille. Nous avons accompagné, je l'ai accompagné pour aller enterrer notre nièce, enfin notre fille, à Brazzaville. Dans l'avion. Je rêve, moi je rêve
qu'on a tiré sur Marien 2 fois. Et il était mort 2 fois. Ça, c'est dans la nuit du 17 au 18, du 18 au 19. Non, du 17, ça c'est dire avant la mort, avant qu'on l'assassine. Donc vous êtes dans le vol qui départ de Paris le 17. Le 17. Pour arriver à Brazzaville le 17 dans la nuit. Et je dis à ma soeur là, ma cousine Claire, je lui dis, mais je ne sais pas ce qu'on va trouver là-bas, mais j'ai rêvé qu'on a assassiné le président. Il me dit, oh, c'était un rêve. Ok, mais 2 fois de suite. Hein. Dans l'avion? Oui, quand on arrive à Brazzaville, on me dit, ah, monsieur Ota, vous avez perdu votre belle-mère. Donc la femme la mère de mon épouse. Je dis, ah, donc c'est ça que je rêve. C'était pas Marien Gouabi, c'était la belle-mère. Alors, du coup, je dis à un cousin qui est venu me voir, hein, je lui dis, accompagne-moi, je n'ai pas d'argent. Il faut que j'aille voir si j'avais quelques amis encore là-bas, s'ils peuvent me prêter de l'argent, parce que j'ai un compte là-bas. J'arrive, j'avais déjà ma réputation d'opposant, ça n'a pas marché. Mais nous sommes venus à la station d'essence. La station d'essence. Au centre-ville. En face de la mairie. Oui, je vois la station. Oui, oui. Je suppose qu'elle est encore là. Pour ceux qui étaient à Brazzaville, elle est encore là? Elle est encore là. Elle est encore là. La personne qui venait avec moi s'est mis à prendre de l'essence parce qu'on n'avait plus d'essence. Nous sommes le 18 mars. Oui, alors moi je donne le dos à la voiture. Je regarde donc du côté de la mandarine. Oui. Hein? Côté de la mandarine et du côté de la crève. Hein? Je suis assis comme ça. Mais je vois un véhicule 404. 404 noirs qui s'arrêtent brutalement parce que il y a eu tout de suite feu rouge. À l'époque, il y avait des feux déjà au Congo? Ah oui, à cet endroit-là, présentement, il y avait le feu rouge. Oui. Il s'arrête violemment. Ça a attiré mon attention. Il est quelle heure? Oh, c'était en début d'après-midi. Début d'après-midi. Je regarde, je dis, oh. Après, je suis resté là curieux, en train de voir. Mais quand il défile, mais il défile en toute... on tremble, comme on dit. Et là-bas, on dirait que les gens étaient prêts à attendre, hein, tu vois, là, pour entrer dans... Parce que le jeune homme qui était là a soulevé le truc sans... Hein, c'est comme si vraiment il était en mission. Bon. Mais j'ai vu ce qu'il y avait dans la voiture. Qu'est-ce qu'il y avait? Ben, il y avait 5 personnes, 5 militaires, habillés en... Comment tu appelles ça? En tenue cubaine. Tenue cubaine, le vert mousi là. Voilà, avec chapeau, machin, tout ça. Oui. Celui que portait le camarade Marien Gouabi. Je crois, oui. Le Gora. Avec une, comment tu appelles? Des fusils, hein, sur... Quand vous avez eu le temps de regarder... Mais écoutez, je n'étais pas loin, donc je pouvais bien voir ce qui se passait. J'ai regardé, mais pour moi, les militaires rentraient au camp. Je te dis, dès qu'ils sont passés, nous aussi on a pris notre voiture, on se dirige donc vers la crève pour aller vers le rond-point de... Mais dès qu'on arrive au niveau de la crève, oh ya, des coups de feu. Ah. Moi je dis à mon cousin, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Alors lui, comme c'est il me fait rire, il dit, tu sais pas que le Congo, c'est le Congo-Bissau. Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait... Voilà, le Congo-Bissau. Il dit, c'est le Congo-Bissau. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, oui, c'est le Congo-Bissau. Ici, quand ils sont contents, ils peuvent tirer, machin. Je dis, même chez le président, il dit, ça ne dit rien. Le 18 mars, c'est pas la période de la solde quand même. Pourquoi ils étaient contents de tirer? On peut tirer. Et nous avons continué. Jusqu'à ce que quand on arrive vers commence à aller vers Potopoto, on apprend, ah tiens, Maria a été atteinte, on l'a atteint par la bouche, ou par le je sais pas quoi, la carotte, ou quelque chose comme ça. Bon. Et voilà. Est-ce que moi j'ai demandé aux gens qui sont allés là-bas pour savoir si on a retrouvé ce véhicule-là. Je ne sais rien. Je ne saurais pas te répondre. Tu vois, c'est un véhicule 400... Mais c'est pas quelqu'un qui m'a dit. J'ai vu ce véhicule. Je l'ai vu 404 noirs, 404 avec 5 bonhommes à bord, voilà. Tenue militaire cubaine, voilà. Avec des armes. Voilà. Et ça, on me dit, quelqu'un, le beau-frère de Massamba Deba, oui. Hein, Mbudi Angaga, oui. que lors de son procès, il avait signalé
La même voiture. La même voiture, mais je ne sais pas si on a retrouvé ça. Dans l'atmosphère de confusion et de règlement de compte qui suivent l'assassinat de Mariane Gouabi, 2 personnalités sont exécutées. Le cardinal Émile Biayenda, dès le 23 mars, après avoir été enlevé, et l'ancien président Massamba Deba 2 jours plus tard, à l'issue d'un jugement expéditif en cour martiale. C'est quand même un regret dans l'histoire de ce pays. Ah, ça, c'est sûr. C'est évident. Sans aucun doute. Bon, le président Massamba Deba était un politique. Bon, il pouvait avoir des positions politiques. Mais le cardinal Biayenda n'était pas un politique. Il n'y avait pas de prise de position politique. Non. Et tout cela, c'est des drames dans l'histoire du pays. Et je peux vous dire que c'était une période très sombre. N'importe quoi. Les personnalités politiques méritent-elles pour autant la mort atroce, une fin cruelle? C'est ça? Et le cardinal Émile Biayenda, pourquoi a-t-il été éliminé ainsi? Qu'est-ce qu'il avait à voir dans tout ça? Farceur. Et ce slogan haineux et très extrémiste, Bakongo Bomingwabi, c'était qui le cerveau penseur? Attendez, camarade Sassou, dites-nous au moins où ont été enfouis les restes mortels de l'ancien président Alphonse Massamba Deba, au lieu de blablater, si vous voulez qu'on vous prenne au sérieux. Voyons, Sassou, vous en savez plus que vous ne le dites sur l'assassinat du président Alphonse Massamba Deba. N'est-ce pas, camarade Yabo? Le matin du 26 mars, je suis parti au ministère de la Défense trouver le ministre de la Défense à l'époque, Sassou Nguesso. Je lui ai dit toute ma désapprobation pour ce qui venait d'être fait, c'est-à-dire l'exécution des témoins ou des suspects, comme on peut l'appeler, de ce matin-là. En l'occurrence, Ontou, le président Deba, Ilo et d'autres. Donc je lui ai dit mon mécontentement et j'ai dit qu'il n'était pas possible, c'était pas admissible, c'était pas acceptable que cela puisse se passer ainsi. Dans la nuit, je suis venu vous rendre compte. Si vous pensiez que ces gens devaient être tués, il fallait nous avertir pour que la commission d'enquête continue les enquêtes et continue à creuser pour en savoir peut-être un peu plus. Mais comment se fait-il que je vous rencontre, vous ne me dites rien, je suis le président de la commission d'enquête, je pars, j'apprends que la cour martiale a siégé et a fait fusiller les gens, a condamné les gens à faire fusiller. Mais c'est sur quelle base que la cour martiale a siégé, puisque nous, de la commission d'enquête, nous n'avons pas encore déposé les conclusions. Et c'est donc à cause de cela, je m'étais fâché. J'avais sorti même certains mots quelque peu peut-être déplacés. À l'époque, je n'en sais rien, mais j'avais dit au ministre Sassou ceci, j'ai dit, écoutez, moi, cette façon de faire, je ne l'accepte pas. J'ai comme une impression que parmi vous, au comité militaire du parti, il y a des gens qui ne veulent pas que la vérité jaillisse. Et je l'avais dit au président, au ministre Sassou. Dans ces conditions, et conformément à mon caractère, je lui ai dit que je ne pouvais plus continuer à être le président de la commission d'enquête parce que vous avez tué toutes les pièces maîtresses de l'enquête. Et la vérité sera très difficile à obtenir. Le cas de Émile Biayenda, c'est le chauffeur de Mariane Gouabi qui s'appelle Liboro Casseur. Il vit à Brazzaville aujourd'hui. C'est lui qui a tué Émile Biayenda en disant que Émile Biayenda était la dernière personne qui a rencontré Mariane Gouabi et il a désarmé le mystique que Mariane avait qui a permis que Mariane Gouabi soit assassinée. Et le problème de Liboro Casseur est qu'on lui a mis en prison. Il est sorti de prison, il est devenu un riche. C'est ça la grande question. Donc, il y a des gens qui peuvent en parler. Est-ce qu'il ne serait pas temps que l'État congolais exprime une forme de,
je dirais, de repentance. Cela a été fait. Si on doit le faire davantage, cela ne peut être fait, mais il n'y a pas d'autre formule que la repentance. À dire vrai, nous avions eu affaire à des menteurs, à des hypocrites, à des oppresseurs, à des fourbes, à des cyniques, à des sans-cœurs, à des enragés, à des étourdis qui méritent un bon coup de balai. De février à juin 1991, se tient à Brazzaville une conférence nationale souveraine. Denis Sassou Nguesso va subir de plein fouet le procès de son régime dans une atmosphère d'halali où toutes les accusations sont permises. Au programme, un projet de constitution, un calendrier électoral, une loi sur la presse, bref, l'accession à la démocratie. Nul n'est épargné, les anciens responsables sont dans la salle. Une psychothérapie nationale où les ministres doivent demander la parole, où d'anciens dignitaires pleurent, où les politiques sont sommés de s'expliquer. Alors je crois qu'il faut absolument cesser avec ces méthodes. Comment est-ce que vous vivez ça? Cette conférence, dès son démarrage, avait décidé qu'elle était une conférence souveraine. Bon, c'est là où commençait l'insurrection. Parce que, de mon point de vue, les participants à cette conférence n'avaient aucun mandat. Ils n'étaient délégués par personne, sauf par les partis qu'ils avaient créés eux-mêmes. La conférence nationale qui se tient aujourd'hui dans notre pays, victoire incontestable de toutes les forces du renouveau démocratique, sous l'impulsion du peuple travailleur, organisé au sein de la Confédération syndicale congolaise, est un organe de lutte dont s'est doté le peuple congolais pour réduire à sa plus simple expression le pouvoir rentier et clientéliste du PCT afin de permettre l'émergence d'une dynamique politique nouvelle, celle du multipartisme. Imposé comme seule alternative à la crise, le pouvoir ayant perdu toute légitimité aux yeux du peuple, la conférence nationale s'est posée en réceptacle de la nouvelle légitimité et incarne de ce fait en puissance la souveraineté du peuple. Elle a la mission salvatrice de prescrire des mesures exécutoires pour tous, y compris pour les forces armées qui ont déjà regagné la caserne, pour faire vivre et respecter la démocratie, et qui devront désormais non pas soutenir le légalisme formel des institutions parfois tyranniques et adémocratiques, mais plutôt leur légitimité, c'est-à-dire le capital de confiance que leur accorde le peuple. Dans une telle conception, il importe cependant de faire remarquer que la conférence nationale n'exerce qu'une partie de la souveraineté du peuple et ne saurait se substituer à lui pour décider de la nature des institutions définitives du pays. C'est ce qui justifie la nécessité d'une période de transition à l'issue de laquelle tous les partis, PCT y compris ou ce qu'il en restera, devront se présenter devant le peuple. Le gouvernement de la République doit donc savoir qu'il ne lui reste plus qu'à expédier les affaires courantes et que pour toute affaire engageant l'avenir de la nation, il doit s'en référer à la conférence nationale. Le sieur Denis Sassou Nguesso, émule de Machiavel et de Staline, doit quant à lui attendre tranquillement le sort que lui réserveront ses états généraux au lieu de s'ingénier à importer des tonnes d'armes et de munitions et à fomenter des coups bas pour l'élimination physique des dignes fils de ce pays. Vous l'avez vu venir, Monsieur le Président, vous y attendiez à cette conférence nationale, comme vous dites, insurrectionnelle, souveraine. Oui. Vous l'avez vu venir. Bien et sûr. pourtant, vous n'avez pas pu empêcher sa tenue. C'était une question de rapport de force à l'époque? Bon, nous n'avions pas intérêt à aller en sens contraire. C'était un mouvement historique que le comité central du parti lui-même avait décrit. Et nous savions que ce mouvement était irréversible. Nous ne pensions pas qu'il devait nécessairement prendre un caractère insurrectionnel. Mais le côté désagréable, ça vous atteignait? Comment? Le côté violence qu'on a dit sur vous.
Il y avait une atmosphère de lynchage. Oui, mais cela ne m'atteignait pas beaucoup, parce que comme je savais que c'était des mensonges. Vous voyez bien, les faits ont prouvé que nous sommes encore vivants ici, et sans que les auteurs de ces mensonges aient réussi de prouver la véracité de leur déclaration. Ce qui était certain, c'est que si j'étais allé à la conférence, si j'étais présent dans la salle, ils n'auraient pas parlé comme ça. Peuple congolais civilisé, de vous à moi, est-il sérieux là? Avec le feu qu'il y avait au Paco, entendez par là au palais des congrès, aurait-il pu tenir ne fût-ce que 13 secondes avec sa voix de fille? Je ne pense pas. Il aurait fallu alors qu'il se fabrique un scaphandre spécial pour résister à tous ces scuds. Sur la mort du président Marien Ngouabi, abattu en plein jour, en plein quartier général d'une armée consignée, en présence de 2 sous-officiers, enterrés eux, comble de malheur, dans l'anonymat total, visiblement trahi par toute sa garde, M. Denis Sassou Nguesso, ministre de la Défense de l'époque, qui n'a curieusement jamais été interpellé, la veuve Céline Ngouabi, qui a dû assister logiquement à la tragédie, mais qui a hermétiquement cousu sa bouche, les jeunes Ngouabi, la sentinelle Bazonza, condamné à mort par contumace, arrêté après le procès et relaxé, Maître Koko, commissaire de gouvernement du procès, M. Yombi Opango, président de la République, qui a refusé le droit de grâce aux condamnés à mort du procès de Marien, devront tous répondre devant le peuple. Sur l'affaire largement politisée du pseudo-maquis de Pierre Anga, Sassou, Obapuni, Ngatse Obala, Okabando Jean-Jules, Ngakala Michel, Oba Pierre et compagnie démontreront au peuple si l'on peut faire un maquis avec un PMAK, 2 fusils de chasse, en compagnie de sa fille, son oncle et ses 2 frères. Il faut aussi que lumière soit faite sur la ténébreuse affaire du DC-10 UTA qui a coûté la vie à 171 passagers, dont une 50aine de Congolais, et dont tout laisse à croire que M. Sassou Nguesso avait été informé s'il n'avait pas été le principal instigateur. En effet, les investigations menées par la cause à ce sujet établissent de façon formelle la responsabilité civile du chef de l'État dans cette affaire. Premièrement, le compte rendu du vol UTA que nous avons du 18 septembre 1989 fait ressortir que les sieurs Obapuni, Edouard Ngakoso et Clément Mwamba, proches parents et conseillers du chef de l'État, étaient réservés pour ce vol et qu'ils se sont abstenus de voyager sans raison apparente. Deuxièmement, les services de Français Sécurité ont en tout cas établi sans démenti des nôtres que la bombe a été placée au départ de Brazzaville. Troisièmement, il est aussi établi que le membre du commando terroriste, auteur de l'attentat, arrêté dernièrement à Kinshasa, est proche de la présidence de la République. Quatrièmement, le mutisme coupable du gouvernement congolais face à ces graves présomptions qui pèsent sur notre pays, et singulièrement sur le chef de l'État, sali par la rumeur publique, est un aveu de taille. Lorsqu'on sait que le colonel Ondele, responsable de la sécurité militaire, rattaché à la présidence, est régulièrement à Kinshasa pour la circonstance. Bien plus, l'interdiction faite à l'Assemblée nationale populaire de se pencher sur le dossier des rumeurs témoigne des appréhensions du chef de l'État avoir éclaté tous les scandales, dont celui d'UTA, lorsqu'on sait que le discours d'ouverture de M. Kombo Matsona, président de l'Assemblée nationale populaire, qui en faisait état, avait bel et bien été censuré devant son vice-président, je parle de M. Tibinda, par le président de la République au cours d'un repas à la résidence présidentielle. Sassou Nguesso, qui a prêté serment et juré fidélité au peuple congolais, est donc un criminel et doit être interpellé par la conférence nationale à ce sujet. À partir de 1979, le président Denis Sassou Nguesso et sa cohorte d'arrivistes et de bouffeurs de pétro-CFA mettront en chantier le programme complémentaire 80-81 et le plan quinquennal 82-86. Grâce au second choc pétrolier, 79-80,
Le Congo, qui hier était dans le besoin de financement, va se doter d'une capacité de financement sans précédent dans l'histoire de notre pays. En effet, les espoirs du pétrole accréditent les autorités congolaises d'une signature favorable sur les marchés internationaux des capitaux. D'où le chiffre record de la dette, plus de 1500 milliards de francs CFA, faisant du Congo l'un des pays les plus endettés par habitant. Il est antinomique qu'on ait perçu d'un côté plus de 2000 milliards de francs CFA titres de redevances et impôts hôteliers, et de l'autre côté qu'on se retrouve avec une dette colossale pour des résultats économiques nuls et inférieurs à ceux de la période 64-68. De ce qui précède, le PSDC, le Paris, constate que sur le plan économique, le règne du PCT a été le plus néfaste pour le Congo. Après 21 ans aux affaires, le PCT ne peut que parler d'héritage pour justifier son échec. Son incapacité de gérer la cité notoire. On peut noter l'échec des nationalisations et la planification centralisée, la gabegie financière est devenue la règle de gestion, les hommes politiques et certains hauts cadres se sont enrichis de manière illicite, les signes sont les villas luxueuses qui poussent comme des champignons et la pagérocratie. Ceci contraste avec le marxisme-léninisme, l'idéologie à laquelle ils se réclament. Avec les privatisations, le patrimoine national est bradé. Certains se portent acquéreurs des entreprises qu'ils ont poussées à l'asphyxie. L'inflation n'a cessé de ranger le pouvoir d'achat des travailleurs pendant que les hommes politiques étaient au lait et au miel et le peuple congolais dégustait l'eau de mer. Le chômage est devenu endémique, touchant de plein fouet les jeunes, hypothéquant ainsi leur avenir. Plus de 10 000 jeunes diplômés sont à la recherche de leur premier emploi. D'autres diplômés ont choisi l'exil pendant que ceux qui ont eu le courage de rentrer au pays ont leur bagage pris en otage par les transitaires. L'échec de gérer la cité et la mauvaise répartition de la richesse de la nation ont affecté le Congo sur le plan socio-culturel et environnemental. Sur le plan socio-culturel et environnemental, le peuple de ce pays est privé de produits vitaux pour sa survie. L'eau potable et l'électricité manquent dans plusieurs. Pour conclure, de tout ce qui précède, il apparaît très nettement que la responsabilité de M. Sassou Nguesso est totale dans l'échec et la ruine du Congo. Le PSDC, le Paris, demande qu'il ait le courage politique de démissionner. Peuple congolais civilisé, personnellement, je suis persuadé que la famille Sassou Nguesso ainsi que le clan des kleptomanes qui courent après eux nous prennent vraiment pour des jambons. La preuve, écoutez ce que raconte la fameuse Antoinette Sassou. C'était un moment qui a dû être assez difficile, c'est le moment de la conférence nationale. Quand on regardait ça, et comment vous dire, beaucoup de trahison. Revoir les gens qui étaient avec nous hier, qui mangeaient avec nous à ma table, parce que moi, ma table était ouverte à tous ses collaborateurs. Ils venaient à la maison, même ses conseillers, et leurs épouses et tout ça, et regarder devant la télévision tout ce qui se disait. Je me dis, mais comment ça peut être possible? On parle de qui là? De cet homme que j'ai connu, là, j'accompagne, ou d'un autre homme? Mais c'était très, très, très dur. Très dur, et surtout le soir, parce qu'on était souvent tous les deux. Tous les deux, il n'y avait plus personne, et puis on mettait les enfants un peu à l'écart de tout ça. Et il manquait plus que les pleurs, quoi. Parce que je disais, quelle est cette vie de politique, c'est ça? Et tout ce qu'il disait, mais tout et n'importe quoi. Des choses à peine croyables. À peine croyables parce que je disais, mais est-ce que quelqu'un peut faire ça? Mais c'est ça qui plaisait aux conférenciers. Et vous-même, ils ne vous ont pas épargné? Non, pas du tout. Et moi-même, qu'est-ce qu'on ne m'a pas donné? On m'a même donné tout un train. Tiens, tenez. Un train qui partait de Pointe-Noire à Brazzaville. Un train, on s'appelait à l'époque un train bleu. Et là, dans la salle, il y avait des ministres de transport. Il y avait le directeur de CFCO qui ne disait rien. Je dis, si c'est ça la politique de Nice, c'est pas la peine. Tu as fait ton temps, on est resté là, ça va faire quand même 12 ans, hein, déjà 13 ans. Je dis, ça suffit, on va se reposer, on va leur laisser la politique, parce que ces mensonges, pour moi, c'est trop dur à supporter. Comment on peut dire qu'un homme se lave avec le sang d'un autre homme? Pour faire quoi et où et comment? Non, je dis, mais il vaut mieux arrêter. Et je lui ai effectivement demandé qu'on arrête. Alors en ce moment-là, il me dit, je me souviens toujours de cette phrase, il dit, bon, tu as peut-être raison, mais il vaut mieux sortir par la grande porte. On va y aller.
sortir par la grande porte, fiotant, fiotant, fiotant. Sincèrement, d'ici que cette Antoinette des tropiques propose au peuple congolais des brioches à la place du pain, je ne serai pas estomaqué. Mon Dieu, elle pensait et pense encore certainement qu'elle n'est faite que pour jouir pleinement des délices du pouvoir ad vitam aeternam. Ridicule. Son mec a par machiavélisme raté l'occasion en 2015 et 2016 en violant la constitution de 2002 pour pondre une constitution inique allant jusqu'à perpétrer un hold-up électoral sans gêne afin de se visser au fauteuil présidentiel. Qu'est-ce qu'elle en a dit? Elle en pense exactement quoi? Elle en a parlé avec lui? A-t-elle essayé de l'en dissuader? First Lady Ndoko. Antoinette Sassou. Yo kenaki na Gamboma pona kozala marraine ya bakisi oyo kotia na Gamboma kuna. Na kata statue wana ba franc-maçon wana yo tie bakisi kuna pala konyata ba panthère na ba lion. Toso moni yo déjà. Siko nazo lo bano bo Antoinette Sassou. Sassou Antoinette, Denis Sassou. Ba domination na bino wana bokosala ngo ekosimba lisusu te. Bozwa Télé Congo et koma ya bino o bosala kanango makambo na bino ya privé. So boko ke lokunda bibembe na bino ba l'accès yango na Télé Congo. Télé Congo ezali pona bongo te. To moni bo bengisi bato pona ke ba ko pesa bino ba vœu, ba souhaiter bino ba vœu, bo l'accès yango na Télé Congo. Mais Télé Congo ezalaka ya bino te, Télé Congo ezalaka ya l'État. Mais bozo sala ngo nyonso bola kana mbonga l'État. Ezali nde pouvoir ya makila. Alors que vrai pouvoir oyo, pouvoir ya Nzambe ezalaka révélé. Nzambe asengaka te pona pona moto, moto yango apesa makila ezalaka lokuta. Donc pouvoir ezali wana o bato bakanisaka pouvoir ezali kuna, ezali nde pouvoir ya makila. Ya komela makila bato ba vampire. Ba romoko ba se dévoiler que il y a le sang des autres. Avec ça, ils disent benoîtement, allons seulement. Une chose est sûre et certaine, le peuple congolais civilisé finira par dégager le Sassou Denis. C'est notre souhait à tous. Un gouvernement qui tire sur le peuple doit être renversé par le peuple. Indigné je suis, indigné je resterai. Le peuple, c'est nous. Le pouvoir, c'est encore nous. Excellente fête de fin d'année à toutes et à tous. Bonne et heureuse année 2017. Vive le Congo civilisé.